Il y a encore quelques mois, en pleine guerre des tarifs douaniers, la Maison-Blanche et Pékin multipliaient les échanges à couteau tiré. Nous ne resterons jamais les bras croisés face à la mise en péril de nos intérêts. La Chine se battra jusqu'à la fin. Mais depuis, le ton a radicalement changé, à l'image de cet échange d'amabilité ce week-end à Pékin, où une délégation du Congrès américain a rencontré le Premier ministre chinois. Nous avons besoin de plus d'échanges de ce type et nous espérons, comme vous, que cela brisera la glace. Nous exprimons notre gratitude pour votre travail considérable pour favoriser la communication et la coopération entre nos deux pays. La volonté d'apaisement entre les deux puissances s'est concrétisée par un appel téléphonique vendredi entre Xi Jinping et Donald Trump, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2019. Les deux hommes ont prévu d'y remédier fin octobre en Corée du Sud, en marge d'un sommet économique. Donald Trump pourrait même se rendre en Chine début 2026. Un accord vient en effet d'être trouvé sur l'épineux dossier de la vente de la branche américaine du chinois TikTok. Mais ce rapprochement entre Washington et Pékin inquiète Taïwan, qui sent le vent tourner. Selon le Washington Post, Donald Trump a annulé cet été une aide militaire de 400 millions de dollars. Les Taïwanais craignent de perdre leur soutien américain. Si Taïwan devait être conquise par la force par la Chine, cela déclencherait un effet domino et saperait l'équilibre des pouvoirs régionaux. Alors l'île de Taïwan pourrait-elle faire les frais de la désescalade entre Donald Trump et Xi Jinping? Le président américain a-t-il finalement trouvé meilleur négociateur que lui? Comme la Chine, l'Europe aurait-elle dû être plus ferme dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump? Nos trois invités, Pierre Grosser, bonsoir, historien spécialiste des relations internationales. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Dernier essai, L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine, est paru aux éditions du CNRS. Selon vous, il y a une forme de désescalade, certes, mais la tension entre Pékin et Washington est cette fois-ci montée bien moins haut qu'en 2018. Par ailleurs, rappelez-vous, la Chine s'était bien préparée au retour de Donald Trump au pouvoir. À côté de vous, Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Eh bien, vous considérez que cet apaisement entre Pékin et Washington est à première vue une bonne nouvelle pour les Européens parce qu'il n'y a plus d'escalade sur les droits de douane, mais ce n'est sans doute que temporaire. La pression sur l'Europe va continuer à se renforcer, malheureusement. Et à côté de vous, Marc Julienne, bonsoir, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous êtes spécialiste de la Chine et vous estimez qu'à court terme, on peut peut-être parler de désescalade, mais ce qui se passe aujourd'hui ne remet absolument pas en question la rivalité structurelle entre les deux puissances. Il y a une profonde méfiance, une défiance entre les États-Unis et la Chine. Et on démarre avec, Benjamin, le communiqué du jour. C'est celui du ministère des Affaires étrangères chinois datant de vendredi dernier, après le coup de fil donc entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Et on y lit ceci: l'entretien a été pragmatique, positif et constructif. Alors Pierre Grosser, en langage moins diplomatique, moins langue de bois, ça veut dire quoi? Ouais, je pense que c'est relativement vrai, que ça a été pragmatique parce qu'ils ont mis les dossiers sur la table. Il faut bien voir que c'était un coup de téléphone qui était attendu depuis un moment. Il y avait même des caricatures pendant un moment où on voyait Donald Trump dans une petite chambre rose avec le portrait de... Caricature dans la presse chinoise. Non, dans la presse américaine pour se moquer un peu, où il attendait fébrilement ce coup de téléphone. Et il faut bien voir qu'il y avait effectivement un certain nombre de dossiers qui étaient sur la table. Je crois qu'on n'a rien réglé pour le moment, qu'il y a encore des rencontres parallèles qu'on a pu suivre quand on est un peu spécialiste dans notamment des villes européennes. Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont progressé, notamment sur les questions commerciales. Elvire Fabry, ça veut dire qu'il y a eu des efforts faits de part et d'autre pour faire baisser la tension, notamment sur les droits commerciaux? C'est ça qui s'est passé? Chacun a mis un petit peu de soi? Non, je pense qu'on est dans une phase de trêve. Et c'est dans on voit ce qui s'est passé à l'évolution des droits de douane, on était monté jusqu'à 145%, on est redescendu à 30% et 10% pour les produits chinois et les produits américains. On se souvient qu'au début de cette trêve, la Chine nous avait surpris parce qu'elle a adopté une posture de résilience, prête à assumer le coût d'une escalade éventuelle. Donc c'est vraiment l'affrontement des deux dinosaures ou des deux éléphants.
Maintenant, ça n'a rien de rassurant. On est dans une phase de trêve. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, Donald Trump adopte une stratégie qui est très différente par rapport à ce qu'il avait fait pendant son premier mandat, qui était en effet de jouer avec les droits de douane avec la Chine et avait chargé la Chine avec les droits de douane les plus importants. Alors que là, finalement, il a été plus féroce, plus mordant avec des pays très intégrés à l'économie américaine et soi-disant alliés historiques. Et au contraire, il les pousse eux-mêmes à devenir plus agressifs vis-à-vis de la Chine. Et quand on entend que l'échange a été très pragmatique, c'est presque inquiétant. Parce que ce que l'on peut craindre depuis le début de ce nouveau mandat, c'est au contraire que Donald Trump protège les intérêts américains et finalement cherche quand même à avoir un accord avec Xi qui permette d'investir encore en Chine, Xi Jinping, et qui permette encore aux entreprises américaines d'investir là où ils ont besoin d'accéder à l'innovation chinoise, ou d'importer ce dont ils ont besoin venant de Chine. Donc on en est encore qu'à, dans une deuxième phase où il sert ses intérêts, mais il va utiliser les nouveaux droits de douane aussi, si c'est nécessaire. Donc Marc-Julienne, vous partagez la circonspection de votre voisine ? Oui, et d'un autre côté, c'est pour ça que je pense que c'est assez ponctuel, je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu un apaisement puisqu'ils ont crié très fort, ils ont menacé beaucoup pour taper du poing sur la table, et maintenant ils entrent, ils s'assoient autour de la table pour entamer ces négociations-là, et donc là c'est normal, c'est le moment où on discute. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de détails sur concrètement sur ce qui sort. On a entendu parler du fentanyl, on a entendu parler de TikTok, mais en réalité, et aussi des terres rares, mais on n'a pas vraiment les détails de ce sur quoi ils se sont... C'est quoi, la Chine voulait zombifier les États-Unis? Il y avait une histoire d'exportation de matières... C'est ça, il y a beaucoup de fentanyl qui est importé depuis la Chine vers les États-Unis ou depuis la Chine vers le Mexique et ensuite qui rentre vers les États-Unis. Et c'est le problème de santé publique numéro 1 aux États-Unis. C'est un vrai fléau. Vraiment, c'est un fléau. C'est un fléau. Et c'était un projet chinois, c'était un vrai projet d'affaiblir Officiellement non, mais bien sûr que les Américains... l'ont vécu comme ça. C'est un peu comme une guerre de l'opium inversée, d'une certaine façon. Alors on va évoquer un sujet qui est au cœur des préoccupations de Donald Trump, en tout cas, et des Chinois aussi, TikTok, le réseau TikTok. Oui, alors pour bien comprendre les tensions autour de TikTok, il faut revenir en 2024, notamment le Congrès américain sous le mandat de Joe Biden qui adopte une loi pour interdire TikTok aux États-Unis. Il reproche à la plateforme chinoise notamment de voler les données des centaines de millions d'utilisateurs TikTok aux États-Unis et de tenter d'influencer dans le même temps l'opinion américaine. Et donc la société chinoise qui détient TikTok aux États-Unis, ByteDance, elle est sommée de vendre toutes ses parts à des actionnaires américains pour que TikTok puisse continuer à exister sur le sol américain. Sauf qu'en janvier 2025, Donald Trump est fraîchement réélu et il demande immédiatement la suspension de cette loi pendant 3 mois, histoire de trouver le temps pour un deal convenable avec la Chine. Car se priver de TikTok, c'est aussi se priver d'un réseau qui a grandement participé à sa réélection et qui continue de diffuser ses idées politiques auprès des plus jeunes. Et d'ailleurs, il ne s'en cachait pas hier sur Fox News. On l'écoute. You know, as a Republican, we won with young voters. We did so well with young voters, and I think a big part of that was TikTok. Alors le nouveau deal dont il est question, qui semblerait sur le point d'être signé selon Donald Trump, prévoit la création d'une nouvelle société, on va le voir, détenue à 80% par les États-Unis, 20% par ByteDance. Au sein du conseil d'administration, il y aurait une majorité de proches de Trump. On parle beaucoup de la famille Murdoch qui détient Fox News et des patrons d'Oracle et de Dell. Quant à l'algorithme, il resterait la propriété de la Chine, mais serait contrôlé par les Américains. Mais du côté chinois, eh bien, la réaction est plus mesurée. Xi Jinping a appelé les États-Unis à fournir, dans un communiqué, un climat ouvert, équitable, non discriminatoire aux entreprises chinoises comme celle de TikTok. Pierre Grossner, au final, si le deal est signé en l'état, qui sort gagnant, les États-Unis ou la Chine, selon vous ? Je pense que il y avait un aspect symbolique qui était assez important. Ça avait été la même chose avec Huawei. Tout le monde s'était focalisé énormément sur cette société, sur le téléphone. Et en fait, c'est pas ça qui est le plus important pour les Chinois, me semble-t-il, parce que évidemment, il y a la question de la gestion des données et notamment de qui est-ce qui va tenir le cloud. Ça, c'est une question qui est importante. Mais d'abord, si les Chinois veulent avoir des renseignements sur les États-Unis, je pense pas seulement qu'ils ont besoin de TikTok, et qu'il y a tout un tas d'autres dossiers. Alors pas seulement Taïwan ou les questions commerciales, mais aussi des questions militaires, aussi de discussions militaires qu'ils doivent avoir. Et donc, TikTok est finalement à mon avis, si cet accord se fait sous cette forme-là, qui a l'air
plutôt avantageuse pour les Américains, c'est, à mon avis, en partie un écran de fumée. Elvire Fabry, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en plus, je pense qu'il y a, au-delà de l'aspect défensif, avec un TikTok qui donne accès aux données, il y a un aspect récupération d'un instrument qui est un instrument politique très puissant. Et là, finalement, on a le sentiment que Donald Trump a engagé c'est à nouveau une démarche de prédation. Il met la main sur TikTok pour pouvoir lui-même utiliser davantage cet instrument à son profit. Quel intérêt pour la Chine de céder 80% de son capital, par exemple? Parce que, pour le coup, il s'agit de ne pas se voir interdit du marché américain. Et il y aura quand même toujours un accès au marché américain. Et là, Donald Trump a joué l'outil massif de l'interdiction du coup près. Donc là, on sent bien que c'est quand même Donald Trump qui a tordu le bras pas simplement de l'entreprise, mais du gouvernement chinois. Mais il y a quand même un intérêt pour la Chine. C'est la première application chinoise qui remporte un succès mondial. C'est la première et la seule à ce stade. En termes de soft power, vous voulez dire aussi? En termes de soft power, c'est important. Power aussi. Et puis l'algorithme, je pense que l'algorithme, c'est vraiment la question clé, c'est-à-dire que l'algorithme resterait la propriété de ByteDance. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a peut-être que sur la dimension renseignement, collecter des données, c'est important, mais peut-être que c'est limité. En revanche, sur la question influence des débats publics et politiques aux États-Unis, c'est très important. La preuve, c'est que du coup, Donald Trump estime que cette application l'a aidé, mais les Chinois pourraient l'aider dans un autre sens. Donc il y a quand même des enjeux très importants. Ce qui est aussi un peu curieux, c'est de voir Xi Jinping, comme vous l'avez montré, parler de mesures discriminatoires, alors qu'il n'y a aucune application américaine qui sont autorisées sur le territoire chinois. Les deux hommes vont se voir au sommet de l'APEC fin octobre quand même. Cette rencontre, Pierre Grosser, elle était assez inattendue il y a encore quelques semaines. On se disait qu'il y avait une telle rivalité. C'est parce que Trump se dit que finalement il a trouvé plus fort que lui et qu'il faut quand même qu'il en rabatte un petit peu? De toute façon, on a quand même l'impression que c'est la Chine qui remporte un peu le bras de fer, c'est-à-dire que elle a tenu bon, ce qui a été dit tout à l'heure. Elle s'était préparée, à mon avis, quand même, à tout ce qui allait se passer. C'est plutôt les États-Unis qui ont eu l'air demandeurs de cette rencontre et de ces discussions. Et donc, à l'arrivée, du côté américain, on ne sait pas tellement où est-ce qu'on va, et certains parlent aujourd'hui aux États-Unis de l'équivalent d'une campagne de Russie, c'est-à-dire qu'on est parti un peu à l'assaut dans les discussions avec la Chine, sans plan, sans exactement de savoir la campagne de Russie de Napoléon, de Napoléon, avec des résultats qui étaient assez faibles, et certains disent voilà, c'est au jeu du chicken, au jeu du poulet, qui est le jeu traditionnel des États-Unis avec les voitures qui rentrent les unes contre les autres, eh bien c'est plutôt les Américains qui ont perdu. Et les Chinois ont plutôt bien joué parce que justement après les premières discussions de 2017-2018 lors du premier mandat, ça s'est énormément durci. Et là, ils ont quand même un peu caressé dans le sens du poil parce qu'il y a eu un moment où on a évoqué la présence possible de Trump aux cérémonies du 3 septembre. En tout cas, la presse chinoise en a beaucoup parlé, que ça serait bien, puisqu'on était ensemble dans la guerre antifasciste. Et on sent que la Chine essaye aussi de parler pas seulement au gouvernement, mais aussi au peuple américain en disant, regardez, on a toujours été alliés, il n'y a pas de problème entre nous. Ce qui est une stratégie communiste tout à fait traditionnelle. Alors, on va évoquer le sort de Taïwan en passant par une archive, parce que c'est un point de tension important entre les États-Unis et la Chine. Regardez, en 2022, la démocrate Nancy Pelosi avait décidé, malgré les avertissements de Pékin, de se rendre sur l'île de Taïwan. Toute de rose vêtue, la présidente de la Chambre des représentants a tenu parole. C'est la première visite dans l'île d'un haut responsable américain depuis 25 ans. Et tient tête à Pékin, qui considère sa venue comme une provocation. Les États-Unis porteront la responsabilité et devront payer le prix de cette atteinte à la souveraineté et aux intérêts stratégiques de la Chine. Taïwan n'est reconnu que par 13 États dans le monde. Mais Washington apporte un soutien économique et militaire aux autorités taïwanaises face à la Chine. C'est ce qu'est venu réaffirmer Nancy Pelosi, comme elle l'écrit ce soir. Notre visite réitère le fait que l'Amérique est aux côtés de Taïwan, une démocratie solide et vibrante et un partenaire important dans la zone Indo-Pacifique. Marc Julien, c'est du passé, ça. Trump est en train de ménager la Chine sur la question de Taïwan. Selon Washington Post, Trump a refusé donc une aide militaire, on le disait tout à l'heure, de 400 millions de dollars à Taïwan. Alors là aussi, on ne faut pas aller trop vite, on ne connaît pas les détails. Pour le moment, il l'a mis en pause et on peut
tout à fait comprendre que si sa priorité actuellement, c'est les négociations et les discussions avec Pékin de manière apaisée, ce n'est pas d'annoncer au même moment qu'il va transférer 400 millions de dollars d'aide militaire. D'accord. Donc, je pense qu'il met en suspens ces deals-là pour le moment, mais ça ne veut pas dire, pour le moment en tout cas, moi, depuis qu'il est revenu au pouvoir, je ne vois pas de déclin du soutien américain à Taïwan sur le plan politique ou sur le plan militaire. Alors après, avec Donald Trump, il ne faut jamais être trop affirmé, mais pour le moment, le soutien est toujours là. Elvire Fabry, il faut dire que Taïwan est un gros client de l'armement américain. Pour vous, comment sont les relations entre les deux actuellement ? Pour Taïwan, l'approvisionnement en semi-conducteurs du marché américain est une garantie de sécurité, un troc. Enfin, disons qu'ils essayent de maintenir les garanties de sécurité américaines contre la Chine en continuant à approvisionner les États-Unis avec ces semi-conducteurs. Qui sont essentiels. Qui sont essentiels pour toute l'industrie et surtout pour toutes les nouvelles technologies. Et ce qui a amené la grande entreprise taïwanaise, enfin le grand leader mondial, à investir beaucoup aux États-Unis aussi pour permettre aux entreprises américaines de pouvoir se fournir localement et développer la capacité d'innovation, enfin, en fait, assurer un rattrapage technologique du côté Donc vous ne voyez pas Trump lâcher Taïwan, Pierre Grosser, vous aussi, pour l'instant non, pas lâcher Taïwan, mais en fait, le discours et la réflexion sur Taïwan, je pense, a quand même beaucoup évolué parce qu'à l'époque de Biden, l'aspect démocratie était absolument fondamental. On a vu Nancy Pelosi le rappeler de manière vivante. Voilà, puis les succès dans la gestion du Covid, etc. Et là, la question de la démocratie, l'idée de faire des sommets de la démocratie comme l'avait fait Biden, c'est pas du tout dans les intentions de Trump. Et je crois d'ailleurs que ça, c'est un atout tout à fait considérable aujourd'hui de la Chine par rapport aux États-Unis. C'est d'une certaine façon... ils n'ont même pas besoin de forcer pour isoler les États-Unis, c'est que les États-Unis s'isolent tout seuls et la solidarité des autres démocraties devient moins importante, même si évidemment ils sont toujours à essayer de mendier un peu de soutien américain. Mais en tout cas, la solidarité démocratique qui avait été la grande thématique de Biden, c'est fini. Alors parlons-nous un peu les Européens. Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce rapport de force pour ne pas être les seules victimes de ces deux grandes puissances ? Écoutez ce que dit Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne. Reliance on the US for defense was quoted as one of the reasons we had to accept a trade deal largely on American terms. Dependence on Chinese critical materials has curtailed our ability to prevent China's overcapacity from flooding Europe. To carry on as usual is to resign ourselves to falling behind. Elvire Fabry, ce qui se passe là, cet apaisement, enfin, dit éphémère, fragile, entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça peut nous être profitable ou pas ? Quel est l'impact sur nous, pour le Européens ? Pour le moment, ça avait permis d'éviter, nous, marché européen, d'être finalement le marché secondaire vers lequel se tournaient toutes les exportations chinoises et avec le risque d'inondation de produits chinois. Plus 10%, ça a été énorme sur nous là, dans les derniers mois sur le marché européen. Ouais. Ça a été déjà très important, mais moins que ce que l'on pouvait craindre. Donc il y a d'une certaine façon, on est un petit peu rassuré par cette pause tarifaire du côté américain. Mais encore une fois, cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, elle est structurelle. Et ce qu'il faut surveiller, c'est la capacité d'innovation chinoise qui galope. Et qui va être un argument suffisant pour que les États-Unis continuent à s'affronter durablement à la Chine. Je croyais que vous alliez dire qu'il faut surveiller la capacité d'innovation européenne. Non, alors justement, vous venez de montrer Mario Draghi, qui a publié son rapport il y a un an et qui appelle à approfondir, à se concentrer sur le marché européen, l'investissement, capacité d'innovation, prendre des initiatives, se coordonner entre les 27. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est de pousser un grand coup de gueule en disant « mais ça ne va pas assez vite, ça n'avance pas ». Il y a urgence, il vient de le dire, on ne peut pas continuer business as usual avec des mesures d'ajustement en se disant ça va aller mieux, peut-être que là on va résister. Et c'est pour ça qu'il y a eu au lendemain des annonces, des nouveaux termes d'échange entre Ursula von der Leyen et Ursula von der Leyen, et à dessein, je n'emploie pas le terme accord, on s'est vu imposer des nouvelles conditions, mais ça a été un réveil, une gueule de bois
parce qu'il faut bien assumer ce nouveau coût des droits de douane, mais ça va se dégrader beaucoup plus, parce qu'il y a des sujets qui sont en train de monter et qui vont amener Trump à réappliquer d'autres droits de douane. Parce qu'on va voir la balance des échanges commerciaux de la Chine par rapport aux États-Unis. C'est énorme le déficit américain, 438 milliards de dollars de produits chinois vers les États-Unis, 143 seulement vers la Chine. Et là, on se dit, Marc Julien, bah oui, nous, on risque de subir aussi la même chose. On se bat, nous, Européens, avec la Chine, avec nos petits bras. Est-ce qu'on a été assez costaud dans la négociation récente ? Oui, c'est déjà le cas. Le problème du déficit commercial est un problème ancien que l'Union européenne a avec la Chine. Je ne pense pas qu'on sortira perdant ou gagnant de négociations entre la Chine et les États-Unis. C'est très bien qu'ils négocient entre eux. Nous, par contre, effectivement, je suis d'accord avec Elvire et avec Mario Draghi sur le fait qu'il faut qu'on se renforce un peu, qu'on se dote peut-être de dents pour faire face. Ça serait quoi les dents? Quelle forme elles auraient les dents? Alors déjà, il faut préciser que c'est déjà le cas quand même. Oui. On se dote d'outils commerciaux pour de mécanismes de filtrage d'investissement, de mécanismes aussi anti-coercition pour justement protéger davantage le marché européen qui est là effectivement sous un risque d'assaut et d'inondation de produits chinois qui pourra avoir des conséquences directes à la fois sur l'industrie européenne, sur les technologies européennes, mais aussi sur les questions sociales puisque... Si, par exemple, dans l'industrie automobile, on voit des centaines de milliers d'emplois perdus dans les années qui viennent, c'est une question sociale qui peut aussi entraîner des problématiques politiques, de déstabilisation politique, de montée des populismes, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, je pense, c'est que la Chine a désormais changé de stratégie vis-à-vis de l'Union européenne. Et c'est une stratégie désormais qui repose exclusivement sur le rapport de force. Et donc là, malheureusement, il n'y a plus de cadeaux. On aurait pu penser qu'avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump, il y aurait davantage de compromis, de discussions avec les Européens. Aujourd'hui, je crois que c'est terminé et qu'elle est dans le rapport de force. Je crois que c'est ça qui est vraiment la différence avec le premier mandat de Trump au début, où il y avait... on se souvient de Xi Jinping à Davos, et donc il tendait la main aux Européens. Les Européens disaient, ben voilà, on va laisser les Américains dans leur jus, et puis on va défendre l'ordre fondé sur les règles, le libre-échange, etc. Or là, la Chine a encore ce discours-là, mais on a l'impression qu'il s'adresse plus aux pays du Sud qu'à l'Europe, et que l'Europe, justement, se retrouve un peu perdue entre les deux grands. Et d'ailleurs, en termes commerciaux, on voit le déclin des exportations chinoises à l'égard des États-Unis, une montée des pays du Sud, que ce soit l'Amérique latine et surtout les pays de l'Asie du Sud-Est. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, un pays, l'Ukraine. Est-ce que ce rapprochement, peut-être fugace, aura des conséquences, une espèce d'effet domino sur l'Ukraine ? À travers la Chine qui peut... Ça a été clairement dit récemment du côté chinois. Ils ne peuvent pas lâcher la Russie. Donc les Européens continuent à exercer une pression sur la Chine. Mais il ne faut pas attendre de la Chine qu'elle joue un rôle constructif pour obtenir un cessez-le-feu. Ou apaisant. Ou une demande. Juste une demande. On aimerait bien qu'il fasse un peu pression sur la Russie. Mais... Merci à tous les trois d'être venus débattre et d'être venus nous éclairer un peu.